Ces dernières années, la Chine est devenue un acteur incontournable en Afrique. Parallèlement à cela, on a assisté à une perte notable de l'influence de certains pays comme la France ou encore les États-Unis au détriment de la Russie, de l'Inde, de la Turquie ou encore de la Chine. Pékin a donc profité pour déployer de façon très notable des ressources financières, matérielles et humaines pour soutenir les États africains, mais cela selon une stratégie bien rodée. Mais pour ne pas perpétuer les mêmes erreurs que dans le passé avec d'autres puissances, on va dire, il est important, voire primordial de comprendre cette stratégie. En effet, si la présence chinoise a été très souvent saluée sur le continent africain, elle soulève cependant de nombreuses questions. Quelle est l'histoire des relations sino-africaines? Qu'est-ce qu'on y gagne réellement, nous, Africains? Mais surtout, quels sont les dessous de ces partenariats très étroits entre l'Afrique et la Chine? Les amis, asseyez-vous confortablement, prenez votre petit verre de jus d'orange et c'est parti. Bonjour, je suis Mr. Rez, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, on parle de culture afro, d'histoire afro, de géopolitique afro. Si tout ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à liker, à partager et à surtout activer la cloche de notification. Avant de continuer la vidéo, une coup de page de pub pour le partenaire du jour. Cette vidéo est sponsorisée par Made in Immigration. Made in Immigration, c'est une marque de vêtements, mais c'est bien plus que ça. C'est un projet qui m'a séduit et vous allez comprendre pourquoi. La team, aujourd'hui, je viens vous présenter bien plus qu'une marque de vêtements. C'est un cri de fierté cousu au fil de notre histoire. Cette marque est une marque qui rassemble, qui représente, qui met la lumière sur le continent africain. Que tu viennes de Dakar, d'Alger, d'Abidjan, de Kinshasa, Douala ou d'ailleurs sur le continent africain, cette marque est la tienne. Chaque pièce est conçue avec un tissu premium ultra confortable. Mais surtout, chaque vêtement raconte notre histoire, notre culture, notre solidarité, notre héritage. Donc naturellement, porter du Made in Immigration, c'est une façon de dire que tu es fier d'être africain, tu es fier de venir du berceau de l'humanité. Donc si vous aussi vous reconnaissez dans ces propos, n'hésitez pas à aller sur le site de Made in Immigration pour choper vos articles et vous m'en direz des nouvelles. En plus de cela, les vêtements sont livrés assez rapidement, on parle d'environ 5 jours grand maximum. Mais attention, les stocks s'écoulent assez vite parce que Made in Immigration, c'est un peu comme de la loco dans une bonne soirée ou si vous voulez du Makemba. Donc n'hésitez vraiment pas à aller choper vos articles avant qu'il y ait une rupture de stock. Avec Made in Immigration, nous sommes fiers de nos racines, libres dans nos styles. Nous sommes au milieu des années 50, à la fin de la Seconde Guerre mondiale et en plein dans la guerre froide entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Mais à cette même période également, de nombreux pays d'Afrique et d'Asie sont en plein dans la lutte pour les indépendances. À cette époque, précisément en 1955, la conférence de Bandung réunit 29 pays, dont la Chine, le Ghana, la Libye et l'Éthiopie. Ces États fraîchement indépendants refusent de s'aligner sur un bloc et posent les bases du tiers-monde et du mouvement des non-alignés. À ce stade de l'histoire, il faut dire que Pékin est au même piédestal, en tout cas c'est ce qu'il veut faire comprendre aux pays africains, qu'il est au même piédestal qu'eux, parce qu'ils font tous partie du bloc des pays non alignés, du bloc des pays du tiers-monde, qui sont estampillés pays pauvres, pays en voie de développement. Et ça c'est très important à appréhender parce que dans cette lancée, donc, Pékin va soutenir beaucoup de pays africains qui sont en train de lutter pour obtenir leurs indépendances. Et là on peut se dire, waouh, quelle gentillesse. Sauf que ce soutien apporté aux pays africains n'est pas dénué de tout intérêt. Parce que soutenir les pays africains, c'est également avoir leur soutien en retour, d'autant plus que la Chine étant empêtrée dans des enjeux très importants, notamment la question de Taïwan. En fait, en 1949, suite à la guerre civile chinoise, Taïwan s'est séparé de la Chine continentale. Pékin l'a considérée donc comme une province rebelle et voulait absolument la récupérer, y compris par la force. Dans ce contexte donc, obtenir le soutien des pays africains à l'ONU devient stratégique. La Chine va donc multiplier les opérations de séduction, dont une très retentissante. Il faut le dire, en termes d'opérations retentissantes, la Chine en a opéré une. Et elle porte un nom, Tazara. Tazara, c'est une ligne de fer de 1860 km, traversant savanes et montagnes pour relier Dar es Salaam en Tanzanie à Capri Mopshi en Zambie. Autant vous dire que c'est un monstre d'ingénierie, vital pour la Zambie fraîchement indépendante et enclavée, qui mobilise 40 000 ouvriers africains et des milliers de travailleurs chinois envoyés par Pékin. Coût total de cette opération, 3 millions d'euros actuels. Je ne sais pas si vous réalisez un peu. 3 millions d'euros actuels. C'est une grosse somme pour l'époque. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, c'est une grosse somme. Et là, on peut se dire, waouh, les Chinois sont hyper gentils. Ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que d'apparence, c'est un move qui paraît gentil, qui paraît bienveillant, mais il cache toute une stratégie qui a été mise en place par la Chine. En fait, en réalité, Pékin veut s'imposer comme le leader des pays du tiers-monde. Parce que je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo qu'ils font tous partie du bloc des pays du tiers-monde. Mais bien plus important, Pékin veut faire comprendre aux Africains que nous sommes tous entre pauvres, nous sommes tous entre États
faible, on va dire, et on va vous soutenir. Sauf qu'en réalité, il y a une stratégie qui a un double objectif. Le premier est, si vous voulez, d'acheter, d'avoir une influence importante et de surtout affirmer Pékin sur la scène internationale. Et cela passe par une présence au sein de l'ONU et surtout par la résolution ou se départir, on va dire, du bourbier avec Taïwan. Ça, c'est le premier objectif. Le second objectif, bien plus important, c'est d'avoir une assise hyper importante sur le continent africain et par la même occasion devenir un grand de ce monde. Et ça, c'est très très important à appréhender. Une fois que vous avez appréhendé ces deux objectifs phares, vous aurez compris une bonne partie de la nature des relations sino-africaines. Mais pour ne pas aller très loin, intéressons-nous d'abord au premier objectif, qui était d'avoir une influence et de surtout avoir une présence au sein de l'ONU. Et il ne faudra pas attendre longtemps, parce que le projet Tazara a commencé en 1970, mais les retombées sont arrivées à peine un an plus tard, en 1971. Je m'explique. En 1971, la Chine est très loin d'être la Chine qu'on connaît aujourd'hui, il faut le dire. À telle enseigne que, à l'ONU, elle n'est pas représentée en tant que telle. C'est Taipei, capitale de la Taïwan, qui représente la Chine à l'ONU. Cependant, après la victoire communiste de Mao Zedong en 1949, la Chine continentale est devenue la République populaire de Chine, tandis que le gouvernement nationaliste de Chiang Kai-shek s'est réfugié à Taïwan. Les deux entités revendiquent le droit d'être les seuls représentants légitimes de la Chine. Et ça, c'est un contexte qui est très complexe. Sauf que la Chine a compris les enjeux depuis très longtemps. Je vous ai dit que en 70, il y a eu le projet Tazara, mais bien avant, il y a eu des projets pour soutenir les pays africains dans leurs indépendances, pour soutenir les pays africains dans certains projets économiques. Donc, naturellement, quand l'heure arrive à l'ONU de voter pour savoir qui va représenter réellement la Chine à l'ONU, bien évidemment que la Chine continentale de Mao Zedong a beaucoup de pays africains derrière lui, une vingtaine, plus précisément 26 pays. Et ces 26 pays vont voter en faveur de la Chine. Le résultat des courses au sorti de ce vote, ce n'est plus Taipei qui représente la Chine à l'ONU, c'est Pékin. Ça, c'est la première victoire de la Chine. Donc, le premier objectif a été atteint. Mais la Chine ne va pas tergiverser pendant longtemps, parce qu'une fois qu'elle a été représentée à l'ONU, une fois qu'elle a pu être officiellement reconnue à l'ONU, qu'elle a pu se sortir un peu de ce traquenard avec Taïwan, qui est soutenu par les États-Unis, il faut le rappeler, elle va enclencher la seconde vitesse pour passer au second objectif que je vous avais défini. Asseoir son influence sur l'Afrique, asseoir son influence sur d'autres pays d'Asie pour devenir un des grands de ce monde, pendant que Moscou et Washington se tapent dessus. La Chine est en train d'abattre ses cartes. Et c'est ça qui va naturellement tracer les sillages des relations sino-africaines futures. Parce que très clairement, dans les années 60-70, les pays africains ont enclenché leurs indépendances. On est en plein dans la guerre froide. Il y a deux blocs qui se font la guerre, le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, avec d'un côté Washington, de l'autre côté Moscou. Mais la Chine essaye vraiment d'abattre réellement ses cartes. Et ça, c'est un projet qui a commencé à être mis sur pied. Sauf qu'il y aura un événement qui va venir totalement rebattre ces cartes. En effet, en 1976, la mort de Mao Zedong change totalement la politique de la Chine. Avec les réformes du nouveau président Deng Xiaoping dans les années 80, la Chine se recentre sur son développement intérieur, délaissant le continent africain alors écrasé par les plans d'ajustement du FMI et la domination occidentale remodelée sous forme de néocolonialisme. Donc, vous l'avez compris, de 60 à 70, la Chine a clairement envie d'asseoir cette influence, d'établir vraiment une influence notable sur le continent africain. Sauf qu'en 1976, quand Mao Zedong meurt, il y a un nouveau président qui arrive et il veut vraiment recentrer le développement de la Chine sur sa politique intérieure. Sauf que les années 90, ça avait être vraiment la période durant laquelle la Chine connaît son boom. La Chine devient l'atelier du monde entier, très clairement. Et qui dit industrialisation, qui dit développement, dit besoin de ressources, dit besoin de matières premières. À cet effet, la Chine a besoin d'énormes matières premières comme le pétrole, le cuivre, le cobalt, l'uranium, dont l'Afrique regorge. En 1993, devenue importatrice nette de pétrole, la Chine se tourne vers l'Angola, le Nigeria, le Soudan et bien d'autres pays africains. Parallèlement à cela, le pays lance la stratégie Go Out. L'Afrique devient donc un terrain d'expansion pour la Chine.
Partant de ce postulat, la Chine va commencer à se déployer à travers de nombreux pays africains, mais dans un premier temps, des pays africains qui ont beaucoup de pétrole. Donc, en 1995, la Chine va faire son arrivée au Soudan, parce qu'à cette même période, de nombreuses compagnies d'exploitation pétrolière étrangères occidentales ont littéralement quitté le pays pour des raisons politiques, pour des raisons que on ne va pas tout énumérer ici. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur le Soudan que vous retrouverez que pas ici. Quoi qu'il en soit, la Chine arrive au Soudan, s'installe et commence à exploiter le pétrole. Surtout qu'elle garantit aux pouvoirs qui sont en place qu'elle ne veut pas s'ingérer dans les politiques internes. Ça, c'est un autre pas très important de la Chine dans ce qui va devenir ses relations très étroites avec le continent africain. Dans cette lancée, l'Exim Bank, l'une des plus grosses institutions financières chinoises, pose les bases de la Chine-Afrique. Et le modèle chinois séduit des prêts bonifiés, non-ingérence dans la politique, des infrastructures clés en main qui sont remises aux États africains. Bref, tout ça, ça séduit fortement. Sauf qu'en retour de tout ça, la Chine reçoit des ressources naturelles des pays africains. La Chine reçoit l'appui diplomatique des pays africains. Donc, les choses vont vraiment dans le sens d'un partenariat. Parce qu'il faut le dire, jusqu'à présent, 53 des 54 pays africains ont tous reconnu la Chine, sauf un, les Swatini. Mais il est important, voire primordial de préciser une chose. Tout ce déploiement impressionnant de la Chine sur le continent africain est possible parce que la Chine est devenue un rouleau compresseur économique au début des années 2000. En effet, à cette époque, Pékin devient le premier partenaire commercial de l'Afrique. En 2000, la première édition du sommet Chine-Afrique réunit 44 États africains et lance une aide d'investissement massif. Entre 2000 et 2023, la Chine prête plus de 170 milliards de dollars à l'Afrique, finançant routes, barrages, ports, hôpitaux, stades dans plus de 40 pays. En 2009, la Chine offre la construction du siège de l'Union africaine à Addis Abeba pour un projet d'environ 200 millions de dollars. Donc vous voyez que la Chine est devenue économiquement forte et elle n'hésite pas à injecter beaucoup d'argent dans l'économie africaine. Elle n'hésite pas à offrir des grosses infrastructures au continent africain. Autre symbole fort, en 2024, le président chinois réunit 53 États africains à Pékin. Les échanges atteignent 300 milliards de dollars, 10 fois plus que ceux de la France, désormais relégués au second plan. Et c'est là qu'on comprend une chose. La France, qui a longtemps été le roi sur le continent africain, est désormais reléguée au second plan. D'autant plus que sur le plan géopolitique, c'est compliqué. Au Sahel, les bases sont fermées. Dans certains pays, la France n'est plus la bienvenue. Et la Chine ne s'arrête pas là. Parce que même dans la sécurité, elle investit plus de 140 millions de dollars. Elle va former des militaires. Elle va soutenir certains États. Bref, vous l'avez compris, désormais, sur le continent africain, ce n'est plus l'ère des Français. Ce n'est plus l'ère des Américains. C'est désormais l'ère des Chinois. Ils sont désormais les vrais maîtres à bord du bateau. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine a bousculé notre mondial. La Chine a totalement rebattu les cartes. Elle est devenue le premier partenaire de l'Afrique. Plus de 200 milliards de dollars d'échanges annuels avec un objectif de 300 milliards d'importations africaines et plus de 10 000 entreprises chinoises actives pour une valeur estimée à 2 000 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Chine mène plus de chantiers en Afrique qu'en Asie. En 2 décennies, plus de 1000 institutions chinoises ont financé 160 milliards de prêts, transformant le paysage économique de pays comme l'Angola, la Zambie, l'Éthiopie, le Nigeria ou encore le Ghana. Mais derrière chaque chantier sino-africain, il y a une stratégie très bien rodée. En effet, les banques publiques chinoises comme China Exim Bank prêtent aux États africains qui confient ensuite les travaux à des géants chinois comme Sino Hydro ou CRBC avec des remboursements sur 20 à 30 ans. En 2017, le Kenya inaugure ainsi une ligne ferroviaire entre Nairobi et Mombasa financée à hauteur de 3 milliards de dollars par China Exim Bank et construite par CRBC. Mais soyons sincères et objectifs, ces infrastructures ont été vraiment une bouffée d'air frais pour ces pays, notamment par exemple le Kenya avec ce chemin de fer. Mais il y a eu beaucoup de critiques dans le cas du Kenya par exemple. Il y a eu notamment les critiques sur l'endettement croissant vis-à-vis de la Chine, la dépendance stratégique vis-à-vis de la Chine, mais aussi le manque de transparence sur tous ces contrats. Parce que des documents importants auraient stipulé le fait que le port de Mombasa pourrait être saisi en cas de défaut de paiement vis-à-vis de la part du Kenya. Et ça, c'est tangible, c'est pertinent. Sauf que le gouvernement kenyan a totalement démenti tout ça. Donc la question qu'on se pose tous donc, c'est quels sont les rouages de ces contrats? Quel est l'envers du décor de tous ces projets qui fleurissent sur le continent africain? En fait, derrière l'apparente gentillesse de la Chine, derrière l'apparent soutien de la Chine vis-à-vis de l'Afrique, il y a un décor beaucoup plus sombre. Il faut le dire, il y a une stratégie bien établie. Je vous avais dit que déjà en 1971, la Chine avait su utiliser le soutien des pays africains pour obtenir ce qu'elle voulait, notamment être représentée à l'ONU. Désormais, on était dans la seconde phase du projet.
La Chine voulait établir son influence. La Chine voulait devenir grand de ce monde. Ce qui en soi n'est pas critiquable, ce qui en soi n'est pas déplorable. La France le fait, les États-Unis le font, Moscou le fait. Bref, beaucoup de pays essayent de s'asseoir à la table des grands. Mais la vraie question, c'est quel rôle joue l'Afrique dans ça? Est-ce que l'Afrique est un partenaire de la Chine? Ou l'Afrique est un pion? Ou l'Afrique est juste en train d'être recolonisée? Ce sont des questions qui sont pertinentes, ce sont des questions qu'on doit se poser pour comprendre vraiment ce qui se passe sur le continent africain avec les Chinois. Et pour y répondre, il faut analyser une chose. Le fameux projet de la Chine, les routes de la soie. Avec plus de 1000 milliards de dollars engagés dans des dizaines de pays, ce projet colossal vise à connecter la Chine au reste du monde avec des corridors commerciaux, terrestres et maritimes. Dans ce projet, l'Afrique tient une place plus que centrale. En 10 ans, le nombre de pays africains membres est passé de 2 à 39. Résultat, plus de 3000 projets lancés, souvent construits et financés par la Chine dans les transports, les ports, l'énergie et les télécoms. Mais concrètement, à l'heure où je vous parle, plus de 20% de la dette africaine est détenue par la Chine. Une grande partie des investissements chinois visent surtout leurs propres intérêts, notamment dans les mines, le pétrole et les infrastructures. Sur certains chantiers, moins de 40% des travailleurs sont africains. La Chine préfère faire venir sa propre main-d'œuvre. Cela crée peu d'emplois durables et presque aucun transfert de compétences. On peut donc se demander, qu'est-ce que gagne l'Afrique dans tout ça? Parce qu'il faut le comprendre, il faut vraiment appréhender tout ça. Pour financer ces projets, l'Afrique prend des prêts auprès de la Chine. Les entreprises qui sont utilisées pour réaliser ces projets sont des entreprises chinoises. Donc les capitaux repartent une fois de plus en Chine. Pour travailler sur ces chantiers, dans certains pays, je n'ai pas dit dans tous les pays, dans certains pays, moins de 40% des travailleurs sont locaux. Donc on fait venir des travailleurs chinois en majorité. Donc la création d'emplois de façon durable n'est pas réelle. Il n'y a pas de transfert de compétences. Ça veut dire que à la fin de ces projets, on n'a pas la réelle certitude que nos travailleurs sur ces chantiers pourront eux-mêmes reproduire ce genre de chantier. Et donc, naturellement, on se pose la question de savoir, de façon très pertinente, qu'est-ce qu'on y gagne? D'autant plus que dans ce fameux projet des routes de la soie, il y a un cas qui mérite vraiment une attention particulière. Par exemple, au Sri Lanka, la Chine a financé à plus d'1 milliard de dollars la construction du port de Hambantota. Le projet a peu rapporté. Le pays, incapable de rembourser ses dettes, a dû céder son port à la Chine pour 99 ans. Je dis bien 99 ans. Là, c'est littéralement une diplomatie de la dette. On utilise la dette pour avoir certains actifs importants sous son influence. On utilise la dette pour avoir littéralement certains pays sous son influence. Et ça, c'est réel. Donc, quand nous, Africains, dans certains pays, on note qu'il y a tous ces éléments que je vous ai cités un peu plus tôt, et qu'on voit ce qui se passe au Sri Lanka, on doit se poser une question. Qu'est-ce qu'on y gagne réellement? Qu'est-ce qu'on représente dans ce projet chinois de grande influence? Est-ce qu'on est des partenaires ou est-ce qu'on est juste des pions? Mais au vu de tout ce que je vous ai dit, je pense qu'il est primordial d'avoir quelques exemples tangibles pour que vous puissiez comprendre un peu l'ampleur de ce qui se passe sur le continent africain actuellement. On va prendre quelques pays, en parler, et vous allez voir un peu comment ce projet, cette stratégie chinoise se déploie à travers le pays. Et le premier pays qu'on va prendre, c'est le Nigeria. Il faut dire qu'en 50 ans, les relations entre la Chine et le Nigeria sont devenues de plus en plus étroites. Et la Chine est rentrée au Nigeria à travers de nombreux secteurs d'activité. Les BTP, le textile et bien d'autres secteurs d'activité. Les relations sont devenues tellement étroites qu'en 2017, le Nigeria a fermé un des bureaux de Taïwan au sein de son pays. Et en contrepartie de tout ça, le pays a littéralement eu 40 milliards de dollars d'investissement chinois. Entre 2000 et 2011, plus de 40 projets financés par la Chine voient le jour au Nigeria. Chemin de fer, énergie, télécom, eau potable, tout y est. En 2009, Pékin promet 1 milliard de dollars pour moderniser Abuja, dont 500 millions pour la ligne Abuja-Kaduna. Le China Civil Engineering Construction Corporation, présente depuis pratiquement 40 ans, est derrière les principales infrastructures, souvent financées par des prêts de la China Exim Bank. Donc comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, ces projets-là sont financés avec des prêts obtenus auprès de la Chine. Et ces projets sont réalisés par des entreprises chinoises. Donc tout l'argent repart une fois de plus à la Chine. La seule chose qui reste au Nigeria, ce sont les dettes. Ce sont les dettes. Et ça, c'est un rapport très déséquilibré. Que en 2020, il y a eu des enquêtes sérieuses qui ont été poussées, mais qui ont très vite été abandonnées
sous la pression de l'État nigérian. Voilà un peu comment la Chine assoit son influence, assoit vraiment sa présence au sein du Nigeria, qui, je le rappelle, est un gros pourvoyeur de pétrole. Et dans cette lancée, de nombreux scandales se sont accumulés. En 2020, 2 employés chinois sont arrêtés pour une tentative de pot de vin. La même année, la BAD, Banque africaine de développement, a blacklisté une entreprise sino-nigériane pour des pratiques très douteuses. Et le Nigeria n'est pas un cas isolé, parce que dans la même lancée, on va parler également d'un autre pays, l'Angola. En mars 2004, la China Exim Bank accorde à l'Angola une ligne de crédit de 2 milliards de dollars garantie par le pétrole brut, vendu à l'Unipec, filiale de Sinopec. Ce modèle angolais finance les routes, les hôpitaux et les réseaux électriques via des entreprises chinoises. D'ailleurs, depuis cette date, l'Angola a emprunté plus de 45 milliards de dollars à la Chine, dont la moitié pour l'énergie. Déjà en 2021, l'Angola était l'un des principaux débiteurs de la Chine en Afrique. On parle d'une dette d'environ 21 milliards de dollars. Et cette dette est remboursée littéralement par le pétrole angolais. Si ce modèle a permis de construire des hôpitaux, des écoles, elle a surtout accru la dépendance de l'Angola vis-à-vis de la Chine. Surtout que tous ces projets-là ont favorisé les entreprises chinoises au détriment d'entreprises locales. Ce n'est pas une critique, c'est juste un constat. Et ce modèle économique plutôt malsain, qui a contribué à limite gager le pétrole angolais vis-à-vis de la Chine, ne s'est pas arrêté parce qu'il y a des pays comme le Kenya. Mais je vous ai cité ces pays-là de façon assez lapidaire. Mais s'il y a un pays que je voulais absolument qu'on aborde pour voir vraiment la nature des relations sino-africaines, c'est le Ghana. Littéralement et sans conteste. Je ne dis pas que c'est le pays qui a été le plus affecté, je dis juste que c'est le pays qui, moi, m'a personnellement touché, qui a été fortement fragilisé. Allons voir le cas du Ghana. Il faut dire que jusqu'à très récemment, en 2016-2017, le Ghana était perçu comme l'étoile montante du continent africain. Ni plus ni moins. C'est un surnom qui a d'ailleurs été donné par la Banque mondiale et le FMI. D'ailleurs, on prépare également une vidéo sur la Banque mondiale et le FMI. Parce que eux aussi ont foutu beaucoup de choses très sombres qu'il faut également comprendre sur le continent africain. Ça, c'est une parenthèse. Cette vidéo également arrive. En effet, surnommé l'étoile montante d'Afrique, avec une pauvreté réduite de 53% en 1991 à 8,2% en 2016, le Ghana a connu une croissance parmi les plus rapides au monde entier en 2009, avec une démocratie plutôt stable. Mais cette dynamique s'est effondrée en 2022. En effet, surnommé l'étoile montante d'Afrique, le Ghana a réussi à réduire sa pauvreté de 53% en 1991 à 8,2% en 2016, avec une croissance parmi les plus rapides au monde en 2019 et une démocratie stable, mais cette dynamique s'est effondrée. En 2022, la dette publique a atteint 92,4% du PIB, avec plus de 30% des recettes publiques absorbées par des paiements des intérêts. La pauvreté est remontée, poussant plus de 4 millions de Ghanéens sous le seuil. En 2023, le pays a dû solliciter un plan de sauvegarde de 3 milliards de dollars du FMI. À l'origine de cette chute, il faut le dire, il faut être objectif, ce n'est pas la Chine seulement, hein. C'est de la mauvaise gouvernance, c'est de la mauvaise gestion, c'est de mauvais choix stratégiques, mais ça aussi, une dépendance à la Chine. Et ça, on va le voir. Dès 2016, le président Nana Akufo multiplie les promesses électorales coûteuses. Écoles gratuites, suppression des taxes pour ne citer que celle-ci. Alors que le pays est sous un programme du FMI à hauteur de 918 millions de dollars depuis 2015. Donc naturellement, dans ce contexte-là, c'est compliqué pour le Ghana d'avoir des prêts auprès d'institutions comme le FMI ou la Banque mondiale. Donc elle va se rabattre vers la Chine parce que la Chine, c'est quand même un pays qui a pratiquement 3200 milliards de dollars de réserves. Ça tombe bien parce que les relations entre la Chine et le Ghana ne datent pas de maintenant. Elles ont commencé en 1985 avec la construction par les Chinois du Théâtre national d'Accra et se sont intensifiées à partir de 2005 avec un prêt chinois à hauteur de 562 millions de dollars pour le barrage de Bouy, partiellement remboursé en cacao. La Chine s'est donc implantée durablement au Ghana à travers des projets d'infrastructures stratégiques consolidant sa position de créancier dominant, tandis que le Ghana a vu sa souveraineté économique s'éroder. Le Ghana, c'est littéralement l'image d'un pays qui a été conquis non pas par les armes, mais par la dette. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, au début des années 2000, la Chine est devenue vraiment un rouleau compresseur économique. Sauf qu'en 2007, le Ghana a découvert du pétrole. Et à cette période, tous les pays qui avaient du pétrole attiraient l'attention de la Chine. C'est dans cette lancée-là que la Chine a commencé à faire des yeux doux au Ghana. En 2010, Pékin a accordé un prêt de 3 milliards de dollars pour développer des infrastructures gazières. Mais 3 ans plus tard, suite à des retards de paiement, suite à des fautes dans le projet, ça a été totalement un échec. Et de nombreuses rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles
le port de Tema, l'aéroport de Kotoka et la compagnie d'électricité du pays auraient été gagés auprès de la Chine. Ça reste toujours à vérifier, les autorités démentent bien évidemment, mais ça vous montre vraiment l'envers du décor, ce côté sombre. Quoi qu'il en soit, à partir de là, le Ghana s'est encore enfoncé parce qu'il a emprunté encore près de 5 milliards de dollars auprès d'une quarantaine d'institutions financières chinoises en seulement 20 ans. Autre point important à préciser, c'est que contrairement à l'Angola, le Ghana n'a pas autant de pétrole à donner en tout cas à la Chine. Et cela a aggravé une fois de plus la situation. Et le Ghana a dû proposer autre chose, notamment l'or, le diamant, les hydrocarbures et surtout 900 millions de tonnes de bauxite estimées jusqu'à présent à 50 milliards de dollars. Et bien évidemment, la Chine a profité pour s'engouffrer dans la brèche parce qu'elle a tout fait pour avoir un pourcentage de ce bauxite. Et il faut préciser quand même que la Chine a investi pratiquement 87 milliards de dollars rien que dans la zone de l'Afrique de l'Ouest entre 1995 et 2020. Et les deux pays qui ont fortement bénéficié de ces investissements, c'est notamment le Nigeria et le Ghana. Bien évidemment, c'est dû aux ressources pétrolières qu'il y a au Nigeria, mais aussi aux minerais importants qu'il y a au Ghana. Parce qu'il faut le dire, les prêts chinois ont un coût caché. Par exemple, au Népal, ils ont eu des prêts qui étaient annoncés à 2,5%, 3%, mais au final, on s'est rendu compte qu'au fil du temps, les prêts sont passés à 5%. Ce sont des subtilités qui existent dans les contrats, mais du fait qu'à la tête de nos pays, on n'a pas forcément des personnes qui sont là par méritocratie, on se retrouve engouffré dans des situations très complexes. Et l'emprise de la Chine ne s'arrête pas seulement à l'aspect économique ou prêt, ça va bien au-delà. La coopération sino-africaine ne se matérialise pas seulement à travers l'aspect financier qui jusque-là est très critiquable. Il y a également toute une politique de séduction des Africains à travers un soft power. Il y a des instituts Confucius qui ont été construits dans de nombreuses capitales africaines visant à promouvoir la langue chinoise, visant à promouvoir la culture chinoise. Mais il y a également tout un tas de bourses d'études qui ont été données à des Africains pour aller étudier en Chine. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une politique de soft power bien établie. Et sur le terrain, les critiques s'accumulent, hein, parce qu'il faut le dire, le siège de l'Union africaine qui a été offert par la Chine, financé par la Chine, a fait l'objet d'événements pour le coup très troubles. Parce qu'à un certain moment donné, on s'est rendu compte que les données qui passaient par là étaient scrutées, étaient espionnées depuis Pékin. Je ne suis pas en train d'inventer une histoire, hein. C'est tangible. C'est tangible. En 2017, la Chine a également ouvert une base militaire à Djibouti. Donc, certes, les Chinois jouent sur le fait que ils n'ont pas un passé colonial vis-à-vis de l'Afrique comme la France et d'autres pays. Mais il faut prendre la mesure de la chose. Je dis une chose. Les Chinois ne sont pas des méchants. Les Chinois ne sont pas là pour faire du mal à l'Afrique. Les Chinois ne sont pas là pour tuer des Africains ou quoi que ce soit. Les Chinois sont juste là pour satisfaire les intérêts. Après la nature des intérêts, je ne suis pas Dieu pour vous dire la nature des intérêts. Le plus important, c'est que nous prenions conscience que on n'est pas face à des gentils, on n'est pas face à des méchants, on est juste face à des gens qui sont dans la quête de leurs intérêts. Et c'est à nous de choisir ce qu'on veut réellement, ce qu'on vaut réellement. Je le dis parce que je sais que nos dirigeants, pour la plupart, ne font pas preuve forcément de bienveillance vis-à-vis de nos populations et signent des partenariats dans lesquels ils peuvent s'engraisser personnellement. Mais c'est à nous également de prendre conscience de cela. Parce que je sais que ces derniers temps, avec l'AES, qu'on soutient pour certaines choses, qu'on critique également pour certaines choses, il y a un élan où certaines personnes sont en train de dire la Chine est mieux. Comparez à temps. Ne comparons rien. Analysons les situations cas par cas et ne faisons pas les mêmes erreurs qu'avant. J'insiste vraiment, cette vidéo est dans ce but-là. Ne faisons pas les mêmes erreurs qu'avant. Il n'y a personne pour nous sauver. Il n'y a personne pour nous détruire. Les gens viennent pour faire leurs affaires. Elles peuvent être sombres, elles peuvent être moins sombres. Dans tous les cas, c'est à nous de savoir dans quelle direction nous allons. Maintenant, celui qui s'entête à comprendre que j'ai critiqué la Chine, c'est son choix. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Celui qui s'entête à voir que je suis en train de soutenir la France, alors que dans plusieurs vidéos, je critique la France ici, c'est votre problème. Moi, je ne suis pas ici pour satisfaire quelqu'un. J'explique vraiment ce qui est. Et dans le cas de la Chine, il faut dire qu'il y a beaucoup de points alarmants qu'il faut prendre en compte dans la suite de nos échanges, dans la suite de nos relations. J'espère que vous avez compris ainsi cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas que les jeudis,
Certains samedis, on fait des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch. Ce dimanche-là, j'ai pas fait de vidéo sur un pays quelconque parce que je suis en train de travailler dessus. Ça prend beaucoup plus de temps et je n'ai pas envie de me presser pour lancer une vidéo. Ne vous inquiétez pas, dans les prochaines vidéos qui vont toucher l'Afrique de l'Ouest, en tout cas, on parlera du Niger, on parlera de d'autres pays. On prépare également des vidéos sur la Corne de l'Afrique, Érythrée, tout ça. Ça vient, donc restez connectés. Abonnez-vous, lâchez un commentaire, activez la cloche de notification et puis rejoignez-moi sur Twitch. D'ici là, portez-vous bien.